La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui, pourquoi la chimie est-elle une science mal aimée? Dans le cadre de l'Année internationale de la chimie, nous vous proposons 4 émissions sur ce thème afin de traiter des importantes contributions de la chimie à notre société, mais aussi des échecs, des défis qu'elle devra nous aider à relever au cours des années à venir. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre pourquoi la chimie et les produits chimiques synthétiques sont si mal aimés de la population. Est-ce qu'on a vraiment raison d'être craintif à leur égard et de les éviter à tout prix? Après tout, on a assisté au cours des dernières années à plusieurs cas médiatisés de produits toxiques qu'on a retirés des tablettes. Mais qu'en est-il quand on regarde vraiment l'ensemble de la situation et qu'on prend un peu de recul? Depuis une vingtaine d'années, les livres et documentaires au sujet des produits toxiques, des produits chimiques, se multiplient rapidement. On pense par exemple au documentaire Homo Toxicus de la réalisatrice québécoise Carole Poliquin, mais aussi au livre Vilain petit canard, par exemple, des Ontariens Rick Smith et Bruce Laurie, publié aux éditions Multimonde l'année dernière. On pense également au livre Notre poison quotidien, la responsabilité de l'industrie chimique dans l'épidémie des maladies chroniques, publié aux éditions Stankey par Marie-Monique Rubin. Tous ces travaux-là nous présentent une industrie chimique qui est la grande méchante, obsédée par les profits, prête à tout pour continuer à produire et à vendre des produits toxiques. Mais qu'en est-il vraiment? Pour comprendre un peu comment on en est arrivé où on en est aujourd'hui, il est utile de faire un bref historique du développement vraiment de l'industrie chimique depuis une centaine d'années. L'industrie chimique commence vraiment à la fin du 19e siècle. On avait auparavant une industrie de transformation des métaux, en fait du minerai en métal, mais c'est seulement vers 1860-1870, avec les premières grandes usines de fabrication de colorants, de pigments, qu'on commence la chimie de synthèse à grande échelle. Cette industrie va se développer et au début du 20e siècle, les grands pays essaient d'établir chez eux une industrie qui va produire des composés synthétiques qui seront généralement moins chers et qui vont répondre à des besoins nouveaux pour l'industrie qui se développe. De tous ces pays-là, c'est vraiment l'Allemagne qui domine. L'Allemagne qui, en 1910, qui était partie de rien vers 1870, en 40 ans, donc monte une industrie de chimie industrielle qui va dominer le monde vraiment. Si on regarde du côté de l'acier, par exemple, en 1913, l'Allemagne dispose de procédés industriels, de techniques, de technologies qui lui permettent de produire l'acier à un coût 10 fois moins élevé que ce qu'on pouvait faire il y a quelques dizaines d'années. Ce qui fait que l'Allemagne peut maintenant produire 2 fois plus de fer, d'acier, que la Grande-Bretagne, qui était le grand pays qui a fait la révolution industrielle des années au 19e siècle. Donc, au début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne domine le monde entier dans la production de produits chimiques de haute technologie, si on veut. Elle produit plus de 80% de tous les pigments, de tous les colorants, et 80% de la production chimique dans son ensemble. Donc, c'est pas surprenant qu'au début de la Première Guerre mondiale, le ministre de la guerre allemand soit allé voir directement les grands industriels de la chimie, entre autres la compagnie BASF, pour lui demander de mettre son industrie chimique au service du militaire, au service de la guerre. Et rapidement, donc, BASF va transformer ses usines d'engrais qui viennent tout juste d'être ouvertes en usine pour produire du salpêtre et des explosifs pour le militaire. Ce n'est pas tout, malheureusement, parce que en même temps qu'on produit
ces explosifs, l'Allemagne se tourne aussi vers la production d'autres produits chimiques pour la guerre et entre autres des gaz toxiques. Donc très rapidement, et malgré les signatures de conventions internationales qui avaient eu lieu en 1899 et en 1907, l'Allemagne utilise les gaz toxiques, dont le chlore, mais aussi le gaz moutarde, le phosgène, etc. Donc au total, en incluant les autres utilisateurs de ces gaz toxiques-là, qui sont utilisés des deux côtés, la chimie aura donc tué plus d'1 million de soldats avant la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale. 1 million de soldats qui auront finalement servi à rien dans la Grande Guerre, dans la grande boucherie qu'aura été la Première Guerre mondiale. À la fin de cette guerre-là, toutefois, les besoins de la société auront changé. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, on commence à voir l'explosion de la motorisation, pas seulement pour les utilisations militaires, mais pour le civil également. Et les besoins en pétrole, en essence, se mettent à augmenter très rapidement. On a peur à ce moment-là de manquer de pétrole. Pour faire face à une pénurie possible, parce qu'à ce moment-là, on connaissait seulement les grands gisements en Pennsylvanie et en Europe vers la Bulgarie, mais on avait en fait très peu de ressources. Donc, on se retrouve à être en situation de manque de pétrole et les chimistes allemands se remettent au travail et développent des procédés, le procédé Tropsch-Fischer entre autres, qui va permettre de transformer du charbon en pétrole synthétique. Au moment où on a mis en place cette technologie-là, vers la fin des années 20, on découvre les grands gisements de pétrole du Texas, les grands gisements du Moyen-Orient, ce qui fait que cette technologie-là n'a pas d'utilité pour le monde dans son ensemble, mais va rester très importante, entre autres pour la Deuxième Guerre mondiale. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Aujourd'hui, pourquoi la chimie est-elle une science mal aimée? Quand commence la Deuxième Guerre mondiale, qui va être une guerre beaucoup plus technologique, on va mettre à profit l'industrie chimique partout à travers la planète. Pour la production d'explosifs, bien sûr, mais aussi, dans le cas de l'Allemagne, qui est coupée des grandes sources de pétrole, on va donc également mettre l'industrie chimique à la production de pétrole synthétique et aussi de toutes sortes d'autres biens dont on aura besoin à la fois pour nourrir la population, pour nourrir les soldats et pour fournir des plastiques synthétiques, etc., pour le matériel de toutes sortes. Il y a 3 domaines en particulier qui vont connaître un développement extrêmement important durant la Deuxième Guerre mondiale. Des domaines qui seront soutenus par les gouvernements de tous les côtés. Tout d'abord, la pétrochimie. Avec la guerre qui se développe, il est très difficile de transporter des biens de consommation, des biens de toutes sortes à travers les océans. Donc, les pays sont forcés de développer sur place de nombreuses alternatives et on va donc se tourner vers la pétrochimie pour produire des nouveaux polymères, des plastiques, des caoutchoucs synthétiques et autres matériaux qui vont donc permettre de continuer à avancer la guerre et de soutenir l'industrie civile. On va aussi développer l'industrie pharmaceutique rapidement pour des suppléments alimentaires, par exemple, mais aussi pour divers médicaments. On venait de découvrir les antibiotiques. Donc, on va tout mettre cette industrie-là en contribution. Et finalement, la 3e grande industrie qui va se développer, c'est l'industrie des pesticides. On le verra tout de suite après avec le DDT. Avec les années 50, la guerre est finie. L'industrie chimique se retourne et vraiment se tourne vers la consommation civile et on inonde le marché de nouveaux produits aux couleurs flamboyantes, des plastiques qui permettent des formes impossibles à atteindre avec le bois, par exemple. Donc, on a une transformation, on a une consommation qui explose et, en gros, les gens s'enrichissent, les gens s'installent dans les banlieues, on achète des maisons et tout. Et en même temps qu'on fait une consommation de plus en plus forte des produits synthétiques, on développe également une première conscience environnementale. En effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait certainement pas mis beaucoup d'emphase sur la question de gestion des déchets, la question de la pollution, la question de santé publique, mais
avec des gens qui commencent à s'enrichir, qui commencent à s'installer,